Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche. Vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'intéresse depuis longtemps. Mise en garde, les conseils que je vous donne aujourd'hui, vous le savez, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et certains de ces conseils, de ces exercices pourraient ne pas convenir à votre condition et vous devez les adapter évidemment également à votre propre condition. Vous allez trouver plusieurs des informations, des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre « Lève-toi et marche ». Vous allez le trouver ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo-ci pour que vous le trouviez facilement. Comment marcher sur la glace sans tomber? C'est important de parler de ça. Évidemment, parfois, on tombe. Il y a des chutes qui sont inévitables. Là. Évidemment, tout le monde est conscient de ça. Mais il y a beaucoup de chutes qui sont évitables. Ce n'est pas uniquement associé aux vieilles personnes. J'ai eu quelques commentaires comme ça. Récemment, moi, ça me choque un peu de limiter les chutes aux vieilles personnes. Alors, tout le monde peut tomber. Et parfois, c'est inévitable. Mais bien souvent, c'est évitable. Et je voulais vous montrer, vous donner des trucs, des astuces vraiment toutes simples. Comment faire pour diminuer, en tout cas, les chutes. Et avec les changements climatiques, je ne sais pas pour vous, et là, je serais vraiment intéressé de lire vos commentaires. Alors, vraiment, utilisez le fil de discussion. Ici, au Québec, les changements climatiques ont fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de gel et de dégel. Donc, il y a beaucoup plus de glace durant nos hivers. Et je serais curieux de vous savoir si c'est la même chose pour vous. Donc, plus de glace, plus de risques de chute. Alors, de parler de ce sujet-là, c'est vraiment pas anodin. Peut-on prévenir les chutes? Bien sûr qu'on peut prévenir une bonne partie des chutes. Je vous donne quelques conseils, mais avant, il faut faire une différence entre les réactions de protection et les réactions d'équilibre. Quelles sont les différences? Pour vous, y a-t-il une différence et quelles sont les différences entre une réaction de protection et une réaction d'équilibre et de connaître les particularités de ces deux formes de réaction, ça vous aidera probablement à prévenir des chutes. On ne parle que très rarement de ces deux différences, deux différents types de réactions. Et on doit vraiment clarifier ça. Et parfois, on entend des trucs un peu simplistes pour ne pas tomber sur la glace, par exemple, ou sur des surfaces glissantes, mais de bien voir et de bien comprendre les deux types de réactions et de savoir s'il y a un des deux types de réactions qu'on pourrait peut-être encourager, stimuler. Peut-être qu'il y a une des deux réactions qu'on a moins ou qu'on a trop, et ça fera en sorte parfois qu'on pourra peut-être prévenir des chutes. Alors, on a des réactions de protection, et je commence par celle-là. Alors, vous voyez quelqu'un qui tombe, disons que la chute était inévitable parce que son centre de gravité a dépassé sa base d'appui, et quelle est la réaction de protection dans ce que vous voyez dans la photo? Alors, je suis vraiment curieux de lire vos réponses. Et moi, je vous donne la bonne réponse maintenant. Ce sont les réactions de protection dans ce cas-ci se voient par la main. Vous allez aller placer votre main ou vos mains sur un point d'appui, en général le sol. Alors vous allez être déséquilibré et vos mains vont se placer le plus vite possible pour vous protéger votre visage quand vous voyez quelqu'un qui est tombé et qui s'est blessé au visage, soit que la chute s'est faite vraiment très très rapidement ou c'est quelqu'un qui n'a plus de réaction de protection. Il y a Linda qui écrit « Réaction d'équilibre bien s'ancrer dans le sol avant de lever son pied ». C'est une bonne suggestion. Je vous dirais que la réaction d'équilibre est peut-être un peu différente, Linda. Et n'hésitez pas à répondre à la question quelle est la différence entre la réaction de protection et la réaction d'équilibre. Mais donc, la réaction de protection se fait par, et là, Félix a la bonne réponse, se fait par les mains et ça peut se faire aussi par les pieds. Imaginez que vous êtes dans un wagon de métro et le wagon arrête brusquement. Vous allez peut-être aussi avancer votre pied vers l'avant rapidement pour éviter de tomber. C'est aussi une réaction de protection. Ce ne sont pas des réactions d'équilibre. Alors, pensez à vos mains en général, c'est ce qui se passe. Maintenant, les réactions d'équilibre. Alors là, on voit des réactions d'équilibre. J'attire votre attention sur les mains de cet équilibriste-là qui marche sur
une corde, disons ça comme ça, ou un élastique. Et donc, ses mains sont relativement détendues. Ses bras sont relativement détendus. Et Linda, vous parliez des pieds qui sont bien ancrés dans le sol. Alors, dans son cas, ses pieds sont très loin du sol, mais on voit que ses pieds sont bien ancrés, sont bien sont réactifs, en fait, à la surface sur laquelle le pied est posé. Mais on peut deviner aussi que les muscles du tronc sont à l'affût, les yeux, le regard est utilisé. Alors, les réactions d'équilibre, c'est souvent des réactions qui viennent du tronc, qui viennent des abdominaux, des hanches, bien sûr, des membres inférieurs si on est debout, mais c'est un ensemble de réactions et de contractions musculaires coordonnées par le cerveau. Tout ça se fait très rapidement. La vitesse est un enjeu et ce sont des réactions pour maintenir notre base d'appui vis-à-vis nos pieds. Quand on regarde cette femme qui est en équilibre, alors son centre de masse, ou si vous préférez son centre de gravité, est vraiment vis-à-vis ses pieds, alors elle ne tombe pas. Et lorsqu'on veut prévenir une chute sur la glace, on veut stimuler quoi? Les réactions d'équilibre. Et souvent, ce qu'on voit, ce sont des réactions de protection. On va tout de suite placer les mains. Et lorsqu'on s'habitue à placer toujours nos mains en premier, on court-circuite les réactions d'équilibre et on tombe plus souvent. Parce que le fait de bouger vos mains, de déplacer vos mains pour prendre appui, c'est pas ça qui va faire en sorte que vous ne tomberez pas. C'est les réactions d'équilibre qui partent notamment des pieds, mais qui se synchronisent avec l'ensemble du corps, incluant les bras, incluant les épaules. Il y a une étude finlandaise qui a été faite dans 6 villes, donc des chercheurs finlandais qui ont fait une étude dans leur propre pays. 14 hivers, donc c'est une longue étude. Je vais vous présenter leur conclusions qui sont parfois relativement évidentes, qui sont du gros bon sens, comme on dit ici. Donc, la neige au sol augmente le risque de chute plus de 3 fois par rapport aux situations sans neige. Alors, évidemment, lorsqu'il neige, ça augmente notre risque de chute. Et une des raisons pour lesquelles ça augmente notre risque de chute, c'est pas seulement parce que c'est plus glissant. Et je ne sais pas si vous devinez l'autre raison pour laquelle on tombe plus souvent, c'est que la neige cache le sol, couvre le sol, alors on ne voit pas ce qu'il y a en dessous de la neige, et parce que vous ne pouvez pas utiliser vos yeux, vous avez vu les yeux, la jeune fille qui était équilibriste, disons, en équilibre, ben, si vous ne pouvez pas voir où vous placez vos pieds, en tout cas voir la surface, ben, vous augmentez votre risque de chute. Lorsque vous avez pu anticiper qu'il y avait de la glace, avec de l'eau un peu sur la glace, et là c'est ultra glissant, vous allez vous adapter votre marche. Donc la neige peut aussi faire ça, le fait de ne pas voir ce qu'il y a sous la neige, à savoir une surface glissante et quel type de surface. Des températures près de 0 degrés Celsius combinées à des précipitations augmentent évidemment le risque de blessures causées par une chute, mais aussi les températures inférieures à 20 degrés Celsius. Lorsqu'il fait vraiment très froid, on bouge différemment, on marche différemment, parfois on marche un peu plus rapidement. La vitesse de marche est aussi un enjeu. Alors c'était aussi je vous présente certaines de leurs conclusions. Et on continue toujours dans les conclusions. Beaucoup de neige fraîche tombée en peu de temps semble augmenter le risque de chute, on s'en doute, et les taux élevés de chute observés ne sont pas toujours expliqués par la météo, mais aussi par une autre cause, comme un mauvais entretien ou un achalandage élevé. Alors, tout n'est pas nécessairement causé par le fait que le sol est glissant. Parfois, par exemple, c'est l'entretien. S'il y a beaucoup d'achalandage, ben, ça va peut-être faire fondre un peu plus de neige, peut-être que où la glace sera encore plus lisse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent, par exemple. Donc, il y a d'autres critères aussi. Et on doit en tenir compte aussi quand on mesure notre facteur de risque de chute ou quand on évalue notre facteur de risque de chute ou celui d'une autre personne, peut-être pour un ou une proche qui a une diminution de capacité physique. Il y a de ça. Et je vous parlais aussi de l'âge. Lorsqu'on est rendu au grand âge, disons 80, 85, 90 ans, peut-être un peu moins parfois si on a été très sédentaire, nos vitesses de réaction sont plus lentes. Alors là aussi, on augmente notre risque de chute, mais c'est d'abord associé à la condition de santé, à notre condition aussi cardiovasculaire et à notre force musculaire. Je vous donne quelques conseils pour pouvoir diminuer votre risque de chute. Et encore une fois, il y aura des choses évidentes, mais je ne peux pas vous donner des conseils là-dessus sans vous dire d'être bien chaussé. C'est un élément important. Alors oui, bien se chausser, avoir des semelles qui sont appropriées.
de suivre le principe du tripode. On n'a pas 3 pieds, j'en conviens, mais on en a 2. Alors d'avoir une base d'appui un peu plus large, pas trop large, mais de distancer un peu les pieds, ça peut vous aider à diminuer le risque de chute. Un autre conseil que je vous donne, prenez pas la thérapie, mais la théorie des petits pas, mais pas trop non plus, parce que lorsqu'on fait des petits pas, on peut rigidifier notre tronc et plus vous restez souple, plus vos genoux restent réactifs, prêts à être fléchis. S'il y a un déséquilibre, c'est mieux, mais de réduire la longueur de vos pas, ça pourrait être aussi une façon de pas tomber. Encore une fois, je vous l'ai dit, il y a des choses qui sont probablement évidentes. Garder les mains libres, ça, c'est peut-être moins évident parce que une des raisons pour lesquelles on chute souvent, c'est qu'on a, on a les 2 mains occupées, on tient des sacs, par exemple, et lorsqu'on est déséquilibré, vous avez vu la photo tout à l'heure de cette femme qui avait les bras à 90 degrés, nos mains, nos bras ont un poids. Donc, si on veut réajuster notre centre de masse et on ne peut plus utiliser notre tronc, parfois on va utiliser nos bras, c'est une réaction automatique. Et donc, si nos mains tiennent des sacs, par exemple, qui sont lourds, ben, nos mains vont être comme attachées. Alors, on ne pourra pas corriger l'équilibre. Retenir que le pingouin n'est pas un modèle, je vous le dis comme ça parce que c'est souvent un conseil qu'on entend qu'on peut lire sur le web, de s'inspirer des pingouins, de marcher comme des pingouins. Mais je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je ne trouve pas que la morphologie du pingouin ressemble beaucoup à la nôtre. Il me semble que leurs genoux sont légèrement différents des nôtres et leur centre de gravité, leur centre de masse, si vous préférez, se trouve très bas. Tandis que nous, c'est exactement l'inverse. On a des longues jambes à comparer à un pingouin et notre centre de masse est vraiment plus haut. Alors, la théorie du pingouin, ou le suivre, de s'inspirer des pingouins, je trouve que c'est une mauvaise image. Gardez vos genoux flexibles, oubliez les pingouins et donc bougez comme je le disais, avec les conseils que je vous ai donnés, mais en gardant vos genoux fléchis, ça c'est vraiment important. Et vous avez vos bras, ce que les pingouins n'ont pas aussi pour corriger votre équilibre. Alors, on oublie cette théorie ou ce modèle que seraient les pingouins quand on tombe. Et entretenir la surface si possible. Faut mettre en contexte que les chutes surviennent souvent sur notre propre terrain, dans notre entourage, dans pas notre quartier, sur notre propriété souvent. Donc, d'ajouter du gravier, où il y a toutes sortes de choses qu'on peut ajouter pour que ce soit moins glissant. Je sais que c'est une évidence, mais ça peut être intéressant de se le rappeler et de vérifier aussi si les chemins ne sont pas entretenus. Il y a eu une période dans ma pratique professionnelle, il y a quelques années à Montréal, il y avait une grève des employés de la ville de Montréal et j'ai traité beaucoup de personnes qui étaient tombées cette journée-là parce qu'il n'y avait pas d'abrasif, il n'y avait rien qui pouvait prévenir les chutes, les routes n'avaient pas été, les rues, les trottoirs n'avaient pas été entretenus. Alors, il y avait eu vraiment beaucoup plus de chutes. Alors, vous pouvez le faire au moins chez vous. Tenir compte de la météo, bien sûr, mais c'est important peut-être de se le rappeler. Parfois, on a un gain de... On a un excès de confiance et parfois, le risque de chute est tellement élevé selon notre propre condition de santé si on marche. Mais si on va faire de la randonnée en montagne, si on va faire du ski de fond, par exemple, et les surfaces sont très, très glacées, bien, le risque de chute est plus élevé et parfois, malgré tous les trucs, on ne pourra pas éviter cette chute-là. Quels sont vos trucs à vous pour éviter une chute? Écrivez-les-moi dans le fil de discussion, on pourra tous les lire et j'espère que ces quelques conseils pourront vous aider, oui, à prévenir les chutes et on n'oublie pas, vous allez trouver plusieurs exercices sur ma chaîne, que d'augmenter votre force musculaire, d'augmenter votre souplesse et aussi de faire des exercices d'équilibre pour éviter d'utiliser les vitesses de réaction, les réactions de protection plutôt trop rapidement, ça peut être fort utile également. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations ont été utiles et seront utiles. J'espère que je vous ai convaincu de marcher un peu plus souvent, de marcher à différents rythmes, à différentes vitesses, de profiter de ces bienfaits qui nous rendent plus heureux et qui nous rendent plus en santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne et sur mon site web. D'abord, oui, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada en librairie. Et sur le web, vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment Lève-toi et marche. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres un peu partout. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à très bientôt. Veillez sur vous.
prochaine.